Avec Benjamin Duhamel, nous recevons aujourd'hui le fondateur de la France Insoumise. Question-réaction au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. 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 Et bienvenue au micro d'Inter au lendemain de la prise de parole de François Bayrou, qui a donc décidé de demander un vote de confiance le 8 septembre. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, comment avez-vous reçu, Jean-Luc Mélenchon, les propos de François Bayrou qui a dressé un tableau sombre, dramatique de l'état des finances publiques? La France est face au précipice de la dette. Elle est à ça de la crise du surendettement. À la fois sur le ton et sur le fond, donc, quelle analyse faites-vous de ces propos du Premier ministre? Bon, il est dans son rôle. Il veut dramatiser la situation pour, en quelque sorte, gouverner par la peur, ce qui est un grand classique de ce genre de situation. Mais il faut lui reconnaître deux choses. La première, c'est que sa réponse me paraît digne. Je veux dire, enfin, on revient à des mœurs républicaines. Il y a un doute sur la solidarité politique dont il peut disposer, se dit-il, et il demande son avis à l'Assemblée. Je vous signale que ce sera la première fois depuis 5 ans et depuis 4 gouvernements. Donc la France était entrée dans une zone de grande fluidité où le président de la République décide que les élections ne concernent pas le résultat et tous les premiers ministres arrivent et personne ne demande la confiance. Donc il va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. C'est quoi, il y a une sorte de... Vous dites, il a du panache en décidant comme ça de poser une question de confiance? Monsieur Duhamel, je ne suis pas capable de vous qualifier psychologiquement. Je m'occupe que de politique. Donc nous voilà revenus à quelque chose que tout le monde peut maîtriser, un vote, en analysant ses conséquences. Maintenant, là où son pronostic aurait dû être un peu plus étendu que de se contenter de me taper dessus, c'était que, en effet, dans la situation actuelle, il y a quelque chose à la fois de 1788, c'est-à-dire une dette impérieuse et des privilégiés qui ne veulent pas payer, mais il y a surtout quelque chose qui est encore plus fort et plus contemporain, c'est quelque chose de 1957. Pourquoi ? Parce qu'à la crise politique, à la crise économique, à la crise sociale, à la crise écologique, s'ajoute la crise nationale. Je voudrais vous rappeler qu'à l'instant auquel nous nous rencontrons, la Calédonie-Kanaky dispute son indépendance, la Corse dispute son autonomie, et en Martinique, nous avons un grand mouvement le 1er septembre contre la profitation. Donc attendez, vous dites 57, 1788 et 1957, c'est quoi? On est en crise de régime? Bien sûr, je crois que tout le monde le voit. Il y a une crise de régime quand un président de la République perd les élections législatives en 2022 au premier tour, les repère en 2024 et fait comme si ça n'existait pas, gouverne à coup de 49-3, ce qui dans l'univers entier... Pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez les contester, enfin, ce sont les règles de la 5e République, il y a un gouvernement qui n'a pas de majorité, qui a fait passer des textes, là il va vraisemblablement tomber et un autre sera nommé. Les institutions ne sont pas en danger, si? Il reste une dimension, monsieur Duhamel, qui vous échappe. C'est que les institutions sont en rapport avec l'évolution de la vie du pays. Vous pouvez être l'unique personne dans ce pays qui pense que la 5e République n'est pas arrivée dans une impasse, mais vous ne tiendrez pas longtemps la position. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment le passage à une 6e République, corrigeant, comme la 5e République avait voulu corriger les excès de la 4e, qui rendait impossible la prise de décision politique. Eh bien, la 5e République a atteint sa limite parce que elle confie un pouvoir excessif à une personne qui peut gouverner pendant si longtemps sans aucune majorité. Juste Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas l'air... Pardon, excusez-moi juste de terminer là-dessus. Je préfère qu'on regarde en face la nécessité de passer à autre chose. Parce que la France n'a jamais été capable de passer d'un blocage à autre chose, autrement que par une aggravation du blocage. Donc pour une fois, on pourrait être pacifique et démocratique. Et on va détailler tout cela, les conséquences de ce qui pourrait advenir si effectivement François Bayrou tombe le 8 septembre. Simplement, je vous écoutais là il y a quelques instants, vous disiez dramatisation. Au fond, ce que dit François Bayrou, il dit, avant de discuter des mesures, le vote du 8 septembre, c'est la gravité financière de la situation, la dette, 114, 115%, le déficit, plus de 5%. Vous, ça vous intéresse pas, la dette, le déficit? Vous considérez que cette question qui est posée n'est pas légitime? Mais pourquoi m'abordez-vous de cette manière provocante? Bien sûr que ça m'intéresse, la dette, car un jour ou l'autre, il va y avoir un gouvernement insoumis dans ce pays, et tout le monde le sait. Et évidemment, on l'accablera aussitôt de menaces. Mais la dette est un problème, mais le vrai problème,
C'est un petit problème, la dette, il se règle si on a la bonne solution. Lui dit que la bonne solution, c'est d'amputer toutes les dépenses publiques, de sacrifier les services publics, avec l'espoir magique que la main invisible du marché et le secteur privé va occuper la place libérée. Cela ne s'est jamais produit. Autrement dit, la cause de la crise, c'est la politique qu'il a l'intention de continuer. Donc, s'il continue comme il est, les choses vont s'aggraver et non pas se régler. Eh bien oui, c'est vrai, il y a deux lignes. La ligne de la politique de l'offre, on baisse le prix du travail, on baisse tous les coûts publics, et puis il y a la ligne de la relance écologique et sociale que nous portons. Mais enfin, c'est un débat politique naturel, et il ne faut pas le surcharger de peur. Je mets tout le monde en garde. Personne n'a un intérêt à la catastrophe dans ce pays. Et les crises financières éclatent sans qu'on sache quand ni où. Mais on est certain qu'une crise va éclater, pas à cause de nous, mais à cause de la politique de M. Trump. Et je voudrais vous dire que là, on est en train de parler, l'Angleterre est menacée de FMI, l'Allemagne rentre pour sa 3e année de récession, et les Espagnols ne votent pas de budget depuis 3 ans. Donc les conditions générales d'un chaos mondial sont réunies par ceux-là même qui étaient censés en garantir la bonne continuité. Monsieur Trump et tous les libéraux d'Europe. Les marchés financiers, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, n'ont pas bien réagi au discours du Premier ministre et à la perspective d'une chute du gouvernement. Le CAC 40 a clôturé en baisse, c'est un indicateur. Autre indicateur, le spread, c'est-à-dire l'écart entre les taux d'intérêt allemands et les taux d'intérêt français, ce spread s'est creusé. Ça, vous l'analysez comment, et est-ce que ça vous fait craindre une crise financière? Vous venez de prononcer le mot. La crise financière sera mondiale. Il y en a de très nombreux signaux. Ensuite, oui, par exemple, la surévaluation de toutes les actions dans le domaine du numérique, de l'intelligence artificielle, plus la politique provocatrice de M. Trump, qui importe aux États-Unis une crise inflationniste énorme et inflige à toute l'Europe, notamment aux Allemands, un ralentissement de leur production et de leur commerce. Donc, elle aura lieu, on ne sait pas quand, sauf si quelqu'un redresse la situation. Mais je ne vois pas comment Trump pourrait changer de politique du tout au tout. Oui. Pardon Jean-Luc Mélenchon, il y a la situation effectivement internationale, et puis il y a la situation française. Il y a quelques instants, à votre place, le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, disait si on continue dans cette pente, dans 15 jours, sur les marchés financiers pour le remboursement de la dette à 10 ans, ce qu'on appelle les OAT, la France paiera plus cher que l'Italie, considérée comme l'homme ou la femme malade, je ne sais pas, de l'Europe. C'est ça aussi le résultat de cette instabilité politique que vous appelez de vos voeux. Ça veut dire qu'on paye plus cher le remboursement de la dette, qu'on prend le risque à la fin d'avoir une forme de scénario à la grecque. Oui. Eh bien, nous verrons. Parce que si l'on vous écoute, Monsieur Duhamel, alors à quoi bon? Moi, c'est non, mais si. C'est vous, c'est tous ceux qui tenaient cette ligne depuis. Mais moi, je ne tiens pas de ligne, Jean-Luc Mélenchon. J'essaie juste de rester sur des faits. Vous n'étiez pas né, mais c'est pas une vertu de pas être né. Donc, supportez que ceux qui, eux, étaient nés, aient au moins l'expérience des situations. Qu'a créé, s'il vous plaît, la crise grecque? Leur dette. J'étais né, la crise grecque, je vous rassure. Non, mais bon, d'accord, ça va encore plus mal qu'avant. Alors donc, on peut peut-être s'interroger et se dire que le remède n'était pas fameux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à quoi bon des institutions démocratiques? Pourquoi des parlements? Pourquoi des présidents? Il suffirait en quelque sorte de se brancher sur la bourse et de répondre à ces demandes. Et De Gaulle disait, la politique de la France se fait pas à la corbeille. Même si les risques sont immenses, je demande qu'on n'abuse pas, ne provoquez pas une crise en répandant une ambiance de panique autour de la France. Laissez-moi finir, Monsieur Duhamel, dans toute la gravité de ce que j'ai à dire. Je rappelle que les 3 000 milliards dont nous parlons, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont ceux des investisseurs à 60% étrangers. Je leur recommande d'être prudents avec les Français. Car si, par un biais ou par un autre, ils s'amusaient à vouloir nous mettre en banqueroute, c'est eux qui en paieraient l'addition, pas nous. Alors, je ne veux pas aller jusque-là, mais je veux juste dire, il y a des solutions bien moins dangereuses. Et la bonne solution, c'est de faire, comme vous avez un exemple sous le nez, les Espagnols, ils votent pas de budget peut-être depuis 3 ans, mais ils ont augmenté le SMIC, ils ont augmenté toutes les allocations sociales, et ils ont 2,8% de croissance. À 2,8%,
la France recréerait des emplois par dizaines de milliers. Donc la relance écologique et sociale est une bonne chose. Voilà, monsieur Duhamel, pourquoi tout ça n'est pas aussi affolant. Il faut savoir que c'est l'histoire. L'histoire n'est jamais tranquille. Elle est toujours tumultueuse. Elle appelle au fait qu'il faut savoir diriger un pays avec patience et détermination. Ce dont monsieur Macron a privé les entrepreneurs de ce pays, c'est de prévisibilité. Il change d'avis tout le temps et personne ne sait au juste de quel côté il faut aller et investir. Et ça, moi, je dis que si nous appliquons, nous, une politique du carnet de commandes, ça ira bien mieux. Jean-Luc Mélenchon, entrons dans le détail, si vous le voulez bien, de ce qui peut advenir le 8 septembre et dans les jours qui suivent, si François Bayrou est renversé. Qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que vous demandez une dissolution ? Est-ce que vous demandez la démission du président de la République ? Comment voyez-vous les choses ? Oui, il faut aller à la cause. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la partir. Motion de destitution. Donc il doit partir pour vous. Bien sûr, puisqu'il est la cause. Et pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ne pas on entend un certain nombre, le Rassemblement national dit il faut une dissolution. D'ailleurs, ce matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dit lui-même ne pas en exclure. Pourquoi cibler le président de la République là où la logique pourrait dire il y a effectivement un blocage, il faut retourner aux urnes et voir si une nouvelle Assemblée nationale ne peut pas se composer. Mais pourquoi pas ? De toute façon, ça nous échappe. Mais lui vient de dire qu'il ne dissoudrait pas. Or, il l'a dit en sachant quel était le risque de censure, car du jour où nous avons dit que nous déposerions une motion de censure, toutes sortes de gens se sont positionnés, et tout le monde a vu que cette censure avait une très grande probabilité d'être adoptée, alors même que toutes sortes de commentateurs nous disaient le contraire, je vous le rappelle quand même, pour modérer les tentations de prévision Madame Irma, là, de beaucoup de journalistes qui annoncent que ceci est impossible, cela est impossible, et donc la chute n'était pas possible. Alors donc, nous sommes dans une crise globale. C'est la politique de l'offre qui a échoué. Le président Macron a toujours dit qu'il n'en changerait pas et même qu'il ne fallait pas augmenter la ponction qu'il y avait à faire sur les grandes fortunes, etc. C'est sa politique. Et c'est cette politique qui est en cause. Et de la Jean-Luc même manière, Mélenchon, il a été élu pour 5 ans. Là encore, quelle logique institutionnelle voyez-vous à considérer qu'Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, soit dans une situation à mettre fin à son mandat. Vous, il y a quelques mois, vous disiez Lucie Castet à Matignon. Là, on pouvait considérer qu'il y avait une forme de logique. Dire voilà, on est arrivé... Ok, on a compris. Laissez-moi vous répondre. On a compris. J'essaie juste d'aller au terme de la question. Pourquoi vous êtes passé de Lucie Castet à Matignon à là, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille? Eh bien, précisément parce que Lucie Castet n'a pas été à Matignon. Et que c'était le résultat des élections. Et vous avez raison de dire, le président est élu pour 5 ans. Mais figurez-vous que dans toutes sortes de démocraties, il existe, et nous la mettrons, nous, à l'ordre du jour, un référendum révocatoire qui fait que, alors que quelqu'un est élu pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh bien, en cours de route, les citoyens peuvent dire... Mais ce référendum révocatoire. Mais si, monsieur, il existe la motion de destitution à l'Assemblée nationale. Qui, fonctionne selon des règles extrêmement contraintes, et il n'y aura pas de destitution du président de la République. Voilà, vous dit monsieur Duhamel, et je demande à tous nos auditeurs de bien entendre qu'aujourd'hui, monsieur Duhamel dit, le président de la République ne partira pas. Eh bien, moi, je pense qu'il partira. Je n'ai pas dit qu'il partira pas, j'ai dit que la motion de destitution telle qu'elle existe dans la Constitution de la Ve République ne correspond pas exactement aux critères que vous évoquez ce matin. Mais vous avez le droit de le dire, mais permettez que moi, je dise à la fois le contraire, et surtout, monsieur Duhamel, que je vous montre que c'est la seule solution pacifique, démocratique, normale, dans un grand pays, une vieille puissance républicaine comme nous. La solution républicaine, c'est que le responsable de la crise assume sa responsabilité devant le vote des électeurs. Et monsieur Macron, d'ailleurs, je vous signale, s'il venait à partir là, pourrait représenter sa candidature, car il n'aurait pas fait 2 mandats complets. Là-dessus, les juristes expliquent que s'il démissionnait... c'est compliqué de me contredire tout le temps. Vous êtes le porte-parole de Macron, quoi. Non, Jean-Luc Mélenchon, pas de ça entre nous. Si vous voulez bien, juste simplement, s'il y avait une présidentielle anticipée, il va de soi que vous seriez candidat.
Non, il va pas de soi. Ah bon? Écoutez, donc vous demandez une présidentielle anticipée, mais sans vouloir... Mais vous inquiétez pas, il y aura une candidature insoumise et elle gagnera. J'espère en tout cas, et on fera tout pour ça. Mais franchement, là, je suis en train de vous dire, monsieur Duhamel, la roue de l'histoire est en mouvement, nous sommes devant une crise globale, on appelle crise, pour que tout le monde comprenne le mot. La vérité, c'est que la crise, on a toujours idée comme une crise de fièvre. On a idée qu'à un moment donné, ça va baisser. Non, nous sommes dans une bifurcation de l'histoire de France. Et nous sommes des acteurs de cette bifurcation. Je pense que ce que nous avons fait la semaine dernière, d'une part en validant et en apportant notre soutien au processus du 10 septembre, d'autre part... Bloquons tout. Oui, nous avons mis en place une tenaille dans laquelle Monsieur Bayrou, pour sortir, est obligé de poser la question de confiance. Vous voulez donc, toujours, que c'est un beau résultat. Vous voulez toujours tout bloquer, Jean-Luc Mélenchon, grève générale, même si François Bayrou tombe? Évidemment, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, j'espère, parce que c'est pas moi qui ai la décision, ni dans l'un ni dans l'autre cas. Le 10 septembre est un appel protéiforme qui vient de tous côtés. Moi je souhaite que soit maintenue l'idée du 10 septembre. Et puis pour ma part, j'ai souhaité que les syndicats, cette fois-ci, fassent front avec cette mouvance citoyenne et qu'ils appellent à une grève générale, parce que des dizaines de syndicats particuliers appelaient eux-mêmes à des grèves, à une grève ce jour-là. Si bien que pour ne pas épuiser de nouveau les forces du combat, le mieux serait qu'elles agissent toutes ensemble. Donc le 10 septembre n'est pas caduc, même si François Bayrou tombe le 8 septembre. Que les gens m'entendent bien. Si vous ne faites rien, eh bien, si vous continuez à faire les moutons, vous serez tondus. Alors, oui, mais simplement, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est intéressant, vous citez les responsables syndicaux. Moi, je me suis juste arrêté sur les origines et les ramifications qui permettent de remonter à ceux qui ont initié ce mouvement du 10 septembre. Allons-y. Par exemple, le compte Telegram Les Essentiels. Sur ce compte, ce mouvement a été mentionné pour la première fois. Son fondateur souhaite la dissolution des syndicats et des partis politiques. Parmi les comptes sur X qui relaient et soutiennent ce mouvement, revient un hashtag gouvernement de tromperie aux accents complotistes, pro-russes, anti-vax. Donc au fond, Jean-Luc Mélenchon, la lutte contre l'extrême droite, c'est quand il est question de faire tomber François Bayrou, mais quand il y a un mouvement social sur lequel on peut surfer, là, ça pose moins de problèmes. Écoutez, je vous pardonne, Benjamin Duhamel, votre incompréhension des processus populaires de masse. Et je vous enverrai bientôt quelqu'un dont je ne suis pas un supporter, qui est Lénine, et qui explique que si vous attendez que les révolutions soient déclenchées par des millions de révolutionnaires marxistes, vous attendrez toute votre vie et vous verrez rien. Les mots d'ordre ne posent pas de problème. Attendez, mais vous mentez. Pardon, monsieur Duhamel, là vous allez trop loin. Doucement, doucement. Au point de départ, je ne sais pas qui a lancé cette date, mais ensuite elle a été investie par un mouvement citoyen qui a immédiatement dit « nous voulons rester indépendants ». Et nous, les Insoumis, nous avons dit « c'est la condition pour que ça marche ». La liste des revendications, pardon, ça n'est pas anti-vax et je sais pas quoi, c'est toute une série de revendications telles que le référendum citoyen, ainsi que... Non, arrêtez monsieur Duhamel, c'est bon. Mis en avant ce mouvement. Voilà, vous avez... Ok, alors donc Benjamin Duhamel déclare au nom de France Inter, le mouvement est d'extrême droite et complotiste. Pas du tout. Moi, Jean-Luc Mélenchon, qui prétend représenter... Et Sophie Binet, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon disent à peu de choses près la même chose sur, je crois qu'ils utilisent ce mot, nébuleux concernant ce mais mouvement. Mais nébuleux, nous sommes gazeux, alors écoutez, arrêtez. Non, monsieur Duhamel, on ne peut pas parler si on caricature la vie. Monsieur Hollande, ok, on a compris, il est contre. Mais madame Binet a dit que l'heure était à la mobilisation et que le 10 septembre était une étape. Monsieur Duhamel, pourquoi n'avez-vous pas lu, j'aurais dû amener mon papier, la liste des syndicats CGT et Sud, comme Sudrail, comme CGT ArcelorMittal, comme la CGT Chimie, la CGT Commerce. Alors, monsieur, ce sont des complotistes ? Ce sont des anti-vax. Alors je vous en prie, Benjamin Duhamel, respectez les gens. Le mouvement du 10 septembre est un mouvement indépendant. Et je souhaite qu'il soit appuyé par une grève générale à l'appel des syndicats à la journée du 10. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé le temps de vous le dire? Pour que M. Macron comprenne qu'il ne sert à rien de nommer un troisième Premier ministre qui appliquerait évidemment, et en pire, la politique de M. Bayrou. Vous savez ce que nous économise M. Bayrou si nous le faisons tomber? C'est que le budget de 2025 qu'il a prévu pour 2026 est pire que celui de M. Barnier. Voilà le résultat de tous les gros malins qui pensaient qu'on pouvait négocier avec lui. Donc, on ne peut pas négocier avec ce pouvoir, et il faut empêcher M. Macron de nommer, pour la troisième fois, un Premier ministre qui ferait la même politique. Voilà pourquoi il faut le destituer. Pardon, je termine là-dessus. Au moins, reconnaissez notre cohérence et notre volonté démocratique. Le chaos, c'est Macron.
Jean-Pierre, question d'auditeur. Seriez-vous dans l'état d'esprit d'accepter que quelqu'un de votre mouvement devienne Premier ministre? Qui à la place de Bayrou? Eh bien, il est évident que les Insoumis, qui ont un programme, tout le monde le reconnaît, qui a été mis à jour, tout le monde le reconnaît, sont prêts à gouverner. Et il est tout aussi évident que nous n'avons pas l'intention, comme l'a dit Arthur Delaporte ce matin sur France Info. Porte-parole du Parti Socialiste. Oui, qui dit on va pas recommencer la simagrée du mois de juillet il y a un an. En effet, on avait passé 5 jours à discuter de savoir. Alors Faure avait dit pas Mélenchon, c'est pas pourquoi, ni aucun des autres insoumis, il voulait que ça soit lui. Bon, on va pas recommencer ça. Donc je dis simplement que oui, nous sommes prêts. Et s'il faut, on aurait un Premier ministre insoumis. Alors on peut imaginer qu'il ne trouverait pas de majorité, mais je dirais, on pourrait essayer si vous voulez. La preuve, c'est que nous avons fait passer à l'Assemblée nationale quelque chose comme 8 sur 10 de nos mesures financières pour remplir la caisse. Ah, mais c'était pas avec les mêmes. Et donc, ça serait la fin de la souffrance. Mais je ne veux pas tourner autour du pot. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est M. Macron est responsable, il doit s'en aller, et le peuple français doit choisir entre la politique de l'offre de baisse du prix du travail et la politique de la relance écologique et sociale. Et ça, c'est nous. Passons au standard, Jean-Luc Mélenchon. On nous attend Florian, que je salue. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Mélenchon. Voici ma question. Vous parlez de politique du carnet de commandes, mais est-ce que vous avez conscience qu'avec cette nouvelle chute du gouvernement, les commandes vont être gelées et que tout simplement dans l'économie du réel, c'est-à-dire celle des petits chefs d'entreprise comme moi, tout va s'arrêter. On va encore perdre plusieurs mois avant que les gens se redécident à consommer, à commander. Et ça, évidemment, au final, ça met en péril nos trésoreries et évidemment les emplois que vous défendez. Merci Florian pour cette question. Jean-Luc Mélenchon Je vous réponds que vous avez raison. Je viens de dire que ce que M. Macron a retiré à ce pays, c'est la prévisibilité. Or, dans le domaine de la production, de l'investissement productif, c'est absolument impossible de prendre une décision si vous ne savez pas si dans les 3 prochains mois, le gouvernement va vous dire, par exemple, la politique écologique va se développer, donc, par exemple, l'isolation des bâtiments, par exemple, la production des machines pour produire de l'électricité avec des énergies renouvelables. Vous n'allez pas investir. Si vous entendez en même temps le président de la République, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Lui, il veut faire 14 EPR. Il ne les fera jamais. Donc, vous avez raison. Il y a une imprévisibilité, mais c'est pas faute d'avoir prévenu. Et ce que je vous garde, là, vous avez raison, mais moi, je peux vous dire, si demain, nous gouvernons, nous vous dirons très exactement dans quel domaine nous prenons des engagements d'investissement, parce que c'est ça dont on a besoin. De même qu'on a besoin d'une production de masse de personnes qualifiées, par exemple, pour poser du photovoltaïque. Il faut en mettre partout si on veut à temps être capable de prendre la relève de l'énergie nucléaire qui, de toute façon, nous dirige tout droit vers un moment où il n'y aura plus les centrales pour le produire. Et je vous signale que cet été, c'est pas Mélenchon qui a arrêté les centrales, c'est le changement climatique, parce qu'on refroidit pas des centrales avec de l'eau chaude. Donc vous voyez, je vous donne raison et je vous dis, le plus court chemin, c'est que le responsable s'en aille. Et ensuite, vous aurez une prévisibilité et vous pourrez décider de vos investissements et de vos embauches tranquillement. Jean-Luc Mélenchon, l'actualité, c'est aussi l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, qui a été convoqué par le Quai d'Orsay après avoir critiqué, je cite, l'absence d'action suffisante d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme, des propos qui ont été condamnés et qui ont donc valu cette convocation, même si lui-même ne s'est pas rendu au Quai d'Orsay. Quel regard est-ce que vous portez sur ces propos de l'ambassadeur américain ? Je me déclare au nom des Insoumis totalement solidaire du président de la République sur ce sujet. Il est inadmissible que la mode soit devenue que l'ambassadeur d'Israël se prononce sur la politique intérieure de la France. Il est insupportable que l'ambassadeur des États-Unis en fasse autant. Enfin, que veulent ces gens à la fin ? Que décider de la politique de notre pays à notre place ? En tout cas, je vais vous dire, à la fin, on va finir par se cotiser pour faire une statue pour M. Trump. Ce type a réussi à désorganiser son camp, à diviser tout le monde, et maintenant vient insulter les Français. Il faut bien qu'il se dise une chose.
Il n'y aura pas de faille entre Français pour défendre l'indépendance nationale de notre pays. Donc vous soutenez... Et le président Macron a bien fait de convoquer cet ambassadeur, et j'estime que le mieux serait que cet ambassadeur rentre chez lui. Nous ne supportons pas ici qu'il nous dise ce qu'on doit faire. Jean-Luc Mélenchon, il y a la critique contre la politique du gouvernement français, et puis il y a le constat que pose cet ambassadeur, ouvrez les guillemets, dans une lettre, dans un courrier révélé par le Wall Street Journal. En France, il ne se passe pas un jour sans que des juifs soient agressés dans la rue, des synagogues ou des écoles profanées, ou des commerces appartenant à des juifs vandalisés. Est-ce que vous partagez, à minima, ce constat sur l'explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre ? Mais nous sommes malheureusement dans un pays où l'antisémitisme a été encouragé par l'assimilation qui a été faite entre la critique de M. Netanyahou, et tous ceux qui le critiquaient ont été traités d'antisémites. Le pape, le secrétaire général de l'ONU, et même le président Macron, qui en quelque sorte a été l'arroseur arrosé de cette histoire. Oui, il y a une montée de l'antisémitisme dans notre pays, après 20 mois pendant lesquels on nous a seriné sur tous les tons que critiquer Netanyahou, c'était être... Attendez, c'est important ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que l'explosion des actes antisémites, elle est due à ceux qui ont fait l'assimilation entre la politique du gouvernement israélien et les Français de confession juive. Elle est surtout due, pardonnez-moi, à ceux qui ont décidé de commettre ces actes antisémites et qui y ont vu un prétexte pour s'en prendre à des Français de confession juive. Voilà. Alors, vous avez raison. La responsabilité est toujours individuelle dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle toute politique qui est basée sur la responsabilité collective est punissable et haïssable pour un républicain. Donc, quand on décide que, au nom du fait qu'il y a un problème avec le Hamas, on tue tous les Palestiniens, nous sommes typiquement dans le cas de la responsabilité collective, et il faut condamner ces politiques. Donc, oui, c'est vrai, les actes antisémites sont la responsabilité individuelle des gens. Et je le redis, tous les criminels seront punis, quel que soit leur crime dans ce pays et quel que soit le gouvernement. Mais les conditions ont été réunies pour une explosion de toutes les rages. Voyez le nombre de crimes islamophobes qui ont été commis dans la période récente. Donc 145 entre janvier et mai 2005 et 2025 contre 504 actes antisémites sur la même période. C'est les chiffres du ministre de l'Intérieur. Ben là, vous avez les actes, juste pour savoir, les actes anti-chrétiens et les actes anti-islamophobes, vous les avez ? Oui, actes anti-musulmans, 145 entre janvier et mai 2025 contre quasiment 5 fois plus actes antisémites sur la même période. C'est tout à fait condamnable, et je souligne que le ministère de l'Intérieur ferait bien de se doter de son propre organisme pour faire les comptes, au lieu de s'en remettre à une agence extérieure. Mais tous les crimes, écoutez, vous parlez à un antiraciste organique. Moi, je suis un humaniste et les Lumières, donc c'est le 16e et le 18e siècle. Le racisme est la pire des plaies qui détruit un pays, parce qu'il sépare les individus sur quelque chose qui est absurde, la couleur de peau ou la religion. Le judaïsme a été combattu dans ce pays par l'ancien régime qui a expulsé 11 fois les juifs. Les meurtres de masse, dont la rafle du Veldiv, qui est la honte de la police de Vichy, sont là pour nous rappeler le prix de toutes ces choses. Et de même, l'islamophobie. Si l'on tue des gens qui prient ou des lieux de prière, on oublie que la liberté de conscience, qui est fondamentale, repose sur la liberté du culte. Ça suffit, les assassins et les criminels. Vous serez pourchassés et il n'y aura pas de division entre ceux qui dirigent ce pays sur ce sujet-là. Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir été au micro de France Inter.